Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous demande de me pardonner si j'ai été absent de la chaîne publique si longtemps. J'écrivais en fait une série assez longue intitulée De Marx à Lénine et qui était destinée à mes adhérents. Et d'ailleurs, c'est pas trop tard pour adhérer à votre tour, ça coûte 4 € par mois et vous pouvez cliquer sur rejoindre ou vous inscrire sur mon site l'étoffedunchef.fr. Bon, en tout cas, me voici maintenant de retour sur ma chaîne publique. Tu sais que pendant ton absence, on a passé en douceur la barre des 50 000 abonnés ? Oui, j'ai vu ça et je vous remercie infiniment de m'avoir permis d'atteindre les 50 000 abonnés. C'est une grande fierté pour moi et je pensais du coup faire une foire aux questions pour fêter ça, si ça vous tente. Donc si vous avez des questions à me poser sur l'histoire, ça peut être aussi politique, philo, littérature, sciences, je suis ouvert à tous les sujets. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre dans une vidéo spéciale qui paraîtra dans une semaine ou peut-être un peu plus, on verra. Bon, dis-moi, assez de suspense là, c'est quoi cette miniature? Tu vas nous parler de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Bah ouais. Et pourquoi pas? On y a parlé d'histoire, non? Oui, enfin, on a montré pendant une seconde la tête de Marie-Antoinette. Bah, Marie-Antoinette, c'est de l'histoire. Alors oui, ça a été rapide, on l'a vu quelques fractions de seconde, mais on l'a quand même bien vu, elle a été bien remarquée. Une femme empourprée, habillée dans un style faussement 18e, qui tient sa propre tête entre ses mains. Ça a été rapide, mais on l'a tous vu et bien vu. On aura noté au passage que la reine nous chante un hideux ça ira dans une performance vocale volontairement médiocre, la présence d'une belle rangée d'aristocrates habillés de noir à qui il manque aussi la tête, et ma foi de magnifiques giclées de sang qui évoquent, avec subtilité, le genre d'effet visuel que le rasoir national pouvait donner lorsqu'il remplissait sa fonction. Tout ceci vécu bien sûr dans la bonne humeur obligatoire, avec un charmant groupe de death metal qui, par ailleurs dans ses interviews, nous assomme de messages d'appel à la tolérance, à la bienveillance, à la paix et au respect de l'environnement, comme il est convenu de le faire, en toutes circonstances. Oh, et ça t'a choqué mon petit bout? Oui, bien sûr, j'ai été un peu choqué. La cérémonie a été conçue, écrite pour ça, je pense. Choquer les gens comme moi. Oui, mais moi, tu sais, je trouve que t'en fais tout un plat. C'est pas si grave que ça. La cérémonie, c'est pas la première à montrer des choses comme ça. Il y a des clips musicaux qui montrent la même chose, et personne ne crie au scandale à l'époque. Oui, mais c'est quand même pas pareil, parce que la cérémonie d'ouverture des JO, c'est pas un clip de Katy Perry. C'est une cérémonie visionnée sur les télévisions du monde entier, et qui est donc un message universel. La France dévoile son visage au monde. Et nous, on est français. Nous sommes tous représentés ce jour-là. Évidemment, il n'y a pas toute cette charge dans les clips musicaux ou dans les films d'auteur. Si la France décide de montrer au monde entier la tête de Marie-Antoinette, une tête qui chante, le ça ira, bien qu'elle le veuille ou non, elle rappelle au monde quel est le pays qui a coupé la tête de ses rois. Et ça, politiquement, c'est un message très fort qui continue d'avoir du sens encore aujourd'hui. Tu peux considérer que cette référence est innocente, mais en réalité, elle ne l'est pas. Le monde entier sait que c'est la France qui a inventé la table rase, qui a inventé l'esprit révolutionnaire et qui a programmé la destruction des anciens régimes. C'est la France qui a conçu ce programme de la modernité et qui l'a exporté dans le monde. C'est un fait historique. Ce qui met une véritable gêne ici, ce n'est pas seulement la terreur. Bien sûr, la terreur est très gênante. Mais c'est surtout l'exemple que la terreur a donné au monde entier. Le génocide arménien a été fait par des imitateurs de la Révolution française. Le génocide des Tutsis a été fait par des imitateurs de la Révolution française. Le génocide cambodgien a été fait par des imitateurs de la Révolution française. La terreur soviétique, les famines artificielles de Staline ou de Mao, tous ces massacres de masse ont été possibles parce que ces pays ont voulu imiter la France. Ils ont voulu se régler à leur française. C'est pour ça qu'il y a bien de l'indécence dans cette scène. Et d'ailleurs, il y a un élément dans le spectacle qui montre bien qu'on n'est pas uniquement dans du spectacle et dans de l'imaginaire, en fait on est aussi en même temps dans la commémoration de quelque chose de réel. Cet élément, c'est le lieu. Où est-ce que ce spectacle a lieu? Au bord de la Seine? Oui, mais plus précisément, à la conciergerie. On est à la conciergerie, sur les lieux mêmes de son incarcération, le lieu même où tout ceci s'est passé. D'ailleurs, si vous êtes à Paris et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à aller visiter la conciergerie. Alors déjà, à l'extérieur du bâtiment, et vous pouvez le voir tout à fait gratuitement, il y a une magnifique horloge, mais je vous encourage aussi à aller visiter l'intérieur du bâtiment. Vous verrez la cellule de la reine, qui a été transformée. La cellule est devenue une sorte d'oratoire.
C'est un petit hôtel très joli qui a été fait, il me semble, sous la Restauration. Il faudrait que je vérifie ça d'ailleurs. La pièce est cernée de murs noirs avec des larmes d'argent. Sacralité à l'intérieur, dérision à l'extérieur. Bon, je suis pas ici pour t'expliquer en long en large tout ce que je pense de la cérémonie. J'en pense du mal, globalement. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la façon dont on parle de Marie-Antoinette et donc de notre histoire, de l'histoire de France. On montre un corps décapité qui porte une tête. Une tête qui semble vivante, qui parle, qui chante. À ton avis, qu'est-ce que ça peut évoquer dans la tête d'un historien, de quelqu'un qui aime l'histoire? Ça me paraît évident, c'est une allusion à la guillotine. Oui. Mais même avant ça, avant la Révolution, moi je vais te dire à quoi ça m'a fait penser et tu seras peut-être surpris. Ça m'a fait penser à certains saints du Moyen-Âge. Certains saints étaient représentés avec leur tête dans leurs mains. On parle de saints céphalophores, qui portent leur tête. Et en fait, en particulier, le plus célèbre d'entre eux qui est Saint-Denis. Saint-Denis, il porte sa tête. Genre dans ses mains. Exactement. C'est un évêque martyr, sous Valérien. La légende dit qu'après avoir été décapité pour sa foi, il a porté sa tête et l'a lavée dans une fontaine. Il a parcouru 6 km avec. Alors si vous ne me croyez pas, je peux vous dire, à Paris, il y a plein d'endroits où on peut avoir écho de ce Saint-Denis. Par exemple, mettez-vous devant le parvis de Notre-Dame de Paris, regardez le portail de gauche, et vous le verrez. Une statue décapitée qui porte sa tête. Saint-Denis. Ou bien vous pouvez entrer dans le Panthéon de Paris, il y a un beau tableau à son sujet aussi, où on voit même son auréole, qui n'est l'arrière-plan de rien du tout, puisque sa tête a disparu. Et puis si vous avez encore des doutes, allez voir le tympan du portail nord de la basilique Saint-Denis. Et alors là, on le voit très bien, pas de doute, Saint-Denis est connu pour être le saint qui porte sa tête. Une tête qui est encore vivante, qui récite des cantiques. Intéressant ce que tu dis, mais c'est complètement hors sujet. Je pensais qu'on allait parler de Marie-Antoinette, et là tu nous sors des trucs... Alors oui, tu peux faire un petit parallèle, mais attention à pas trop tirer sur la corde, quoi. Oui, c'est un petit peu hors sujet, je le reconnais, mais ça l'est moins que tu le penses. Rappelle-moi, c'est quoi le nom de la basilique où sont enterrés les rois de France? Saint-Denis. Oui, bon, d'accord. Rappelle-moi, c'est quoi le nom de l'endroit où est ensevelie actuellement Marie-Antoinette? Ah oui, Saint-Denis. Ouais, effectivement. Et puisqu'on en parle, rappelle-moi où ont lieu les épreuves d'athlétisme pendant les Jeux Olympiques? Ah mais c'est vrai, c'est Saint-Denis. L'année de la mort de Marie-Antoinette? En 93. Comme la Seine-Saint-Denis? Le prénom du présentateur de Koh-Lanta? Putain, mais il s'appelle Denis! Je suis pas sûr qu'il y ait un lien là par contre. Absolument aucun. Bon, je plaisante bien sûr, n'allez pas voir des complots partout, mais il y a quand même une coïncidence dans cette histoire, une coïncidence que je remarque, c'est que le saint patron de la monarchie française, c'est Saint-Denis, l'homme qui portait sa tête. Oui, ça aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, c'est sûr. D'ailleurs, le cri d'armes des rois de France, c'est Montjoie Saint-Denis. Enfin, et je le dis pour raccorder tout ça et montrer que cette coïncidence est intéressante, le jour même de la décapitation de Marie-Antoinette, à Saint-Denis, a lieu le saccage de la nécropole des rois de France. En effet, Marie-Antoinette a été exécutée le 16 octobre 93. Entre le 12 et le 25 octobre 93, les profanateurs de tombes se sont acharnés sur la nécropole des rois de France. On ouvre les cercueils, on les vide dans les fosses communes, on rit, on boit, on coupe les cervicales des squelettes, on leur fiche des sabres entre les côtes. C'est ça, la profanation de la nécropole de Saint-Denis. Ah oui, c'est vrai, je n'avais entendu parler au moment de la controverse sur la tête de Henri IV. Exactement, tu vois, la tête de Henri IV avait été séparée de son corps à ce moment-là. En fait, il y a un lien entre les deux événements, c'est que c'est une période où les révolutionnaires ont déjà tué le roi, il est mort en janvier dernier, et donc on s'acharne sur ce qu'il reste de la monarchie. C'est pour ça que ces deux événements arrivent au même moment, et c'est pas un hasard. On a donc bien deux événements concomitants, en octobre 93, qui sont liés par un thème, le thème de la tête séparée du corps, mais évidemment dans un sens très différent. Là où la tête de Saint-Denis chantait des prières ou des cantiques, c'était une façon d'exprimer la victoire sur la mort. Et oui, souvenez-vous de Saint Paul, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est ça qu'enseigne la chrétienté. Bon, évidemment, la tête de Marie-Antoinette que vous avez vue à la cérémonie, elle chantait le Saïra, c'est-à-dire qu'elle chantait un chant de mort, un chant qui incite à la pendaison des aristocrates, les aristocrates à la lanterne. Pourquoi est-ce que la France a un rapport si complexe avec la reine Marie-Antoinette? Pourquoi parle-t-on d'elle et non du roi Louis XVI, son mari?
Pourquoi c'est sur elle que se focalisent les regards? Dans cet épisode, je vous propose une immersion dans l'horreur de la Révolution française. Mais en soi, Marie-Antoinette n'a politiquement aucun intérêt. C'est une reine qui n'avait pas tellement de pouvoir réel, elle n'a pas eu d'influence sur les événements. Alors non, c'est vrai, politiquement, Marie-Antoinette, ça ne pèse pas grand-chose, mais il faut bien reconnaître que c'est le premier personnage par lequel les gens s'intéressent à la Révolution, la plupart du temps. C'est une porte d'entrée sur le sujet, une porte d'entrée qui est quand même très intéressante, et donc, pour moi, elle s'impose. Qui est-elle au juste? Marie-Antoinette. Bon, déjà pour commencer, veuillez oublier tout ce qu'on vous a montré. Depuis quelques décennies, on prend l'habitude de montrer Marie-Antoinette en une espèce de créature grotesque, poudrée, fardée, empourprée, maquillée, mascaratée, perruquée. On lui met des grandes robes rouge sang, on lui met des perruques roses, des falbalas, des fanfreluches. On a l'impression de voir un gros cake à la framboise et plus le temps passe, plus ils ont besoin de lui balancer dessus des sortes de fantasmes à la drag queen. Pour commencer, première chose à faire, stop. On va arrêter de l'abîmer. Les aristocrates de Versailles sont des gens peut-être un peu grotesques par leur petitesse, leur goût du paraître, mais c'est lorsqu'on les sort de Versailles et qu'on les confronte à la Révolution française qu'ils peuvent soudain devenir des personnages profonds. Prenons la prise de la Bastille, le 14 juillet 89. C'est un jour glorieux dans l'histoire de France, mais pour Marie-Antoinette, c'est le jour où tout ce qu'elle a connu jusqu'ici, la calomnie, l'affaire du collier, tout ça, va vraiment changer de forme pour devenir des menaces de mort. Sa tête est mise à prix. Le jour de la prise de la Bastille, c'était des listes de proscription qui circulaient dans Paris et qui énonçaient une liste de personnes dont l'assassinat pourrait vous valoir une récompense. Et la reine figurait parmi ces têtes mises à prix. Alors évidemment, à cette époque-là, elle est encore en sécurité, à l'abri, à Versailles. Mais petit à petit, son espace de sécurité va se mettre à diminuer. D'abord, le 6 octobre 1789, c'est son départ de Versailles. C'est une journée importante, la famille royale doit partir, c'est un déplacement de force, à cause des protestations des femmes de Paris, et elle emménage dans la prison des Tuileries. T'exagères un peu. Comment ça? Les Tuileries, c'est un palais, pas une prison. Oui, c'est vrai, on devrait plutôt dire le palais des Tuileries, mais les années passant, le roi et la reine ont perdu leur liberté de déplacement. En 1791, par exemple, ils voulaient fêter leur Pâques à Saint-Cloud. Ils allaient recevoir la communion d'un curé réfractaire, un curé donc qui n'avait pas prêté serment sur la loi des révolutionnaires. Mais au moment où ils ont voulu sortir des Tuileries, leur chemin a été barré par des sans-culottes. Louis XVI demande à ne pas faire tirer sur le peuple, et donc il est obligé de rentrer. Bref, ils sont prisonniers. La famille royale est, en quelque sorte, prisonnière des Tuileries. Et donc, rapidement, Marie-Antoinette n'avait plus qu'une obsession, la fuite. Voilà, il faut fuir. D'où la fameuse tentative d'évasion des 20 et 21 juin 1791, la fameuse fuite à Varennes. Mais c'est un échec. Retour aux Tuileries. Les Tuileries sont prises d'assaut, à 2 reprises, mais surtout le 10 août 1792. On s'approche de la fin. Le roi et la reine sont transférés dans la prison du Temple. Et le Temple, c'est une vraie prison cette fois? Alors le Temple, c'est une vraie prison, avec des vrais gardiens, des vraies clés, des vraies serrures, tout ça. Le séjour au Temple est un cauchemar, une plongée dans l'horreur. Pendant les massacres de septembre 1792, la princesse de Lamballe, la meilleure amie de la reine, qui avait été enfermée au Temple avec elle, est arrachée à son entourage. Elle est déshabillée et complètement démembrée au couteau. Sa tête est placée au bout d'une pique. Les décapiteurs ont décidé d'offrir la tête de la princesse de Lamballe comme un cadeau pour la reine. Ils se présentent à la tour du Temple, ils agitent sa tête devant la fenêtre, la reine s'évanouit. Et au moment où ils ont essayé d'entrer dans la tour, ils disaient « Nous allons voir la reine pour lui faire baiser la tête de sa putain ». Et même s'ils n'y arriveront pas, l'événement traumatise complètement la pauvre Marie-Antoinette. Mais jusqu'ici, son cauchemar, elle le vivait avec son mari. En décembre 92, Louis XVI part pour son jugement. Il est décapité peu de temps après. En juillet 1793, on lui arrache le petit Louis XVII. Et on va l'éduquer loin de sa mère, dans la haine de ses parents. La reine est de nouveau déplacée, elle est emmenée à la conciergerie, le fameux bâtiment dont nous parlions.
Les herses se referment sur elle. Désormais, elle est seule, toute seule, à attendre son sort. Vient ensuite le procès. Du 14 au 16 octobre 1793, l'accusateur public, Fouquier-Tinville, accuse la reine de complicité avec l'Autriche, sa maison de naissance. Je précise, pour bien que vous compreniez, que les révolutionnaires sont en guerre avec pratiquement tous les pays voisins, et notamment la maison d'Autriche. Les soupçons se tournent vers Marie-Antoinette parce qu'elle appartient à cette maison d'Autriche. Après avoir montré et prouvé par A plus B que la reine est une complice de l'étranger, il fait appeler un surveillant de la prison, un certain Hébert, qui travaillait alors à la municipalité de Paris et qu'on avait affecté au Temple. Hébert est d'ailleurs une autre grande figure de la Révolution, Hébert dont se réclamera Auguste Blanqui et les communards en 1871. Hébert qui, dans son journal, parce qu'il tient un journal, c'est un journaliste, il traite le roi de pourceau, la reine de guenon, ses enfants de petits sapajous, et parce que la République à l'époque n'avait pas encore inventé le politiquement correct, on disait les choses comme on les pensait. Hébert donc accuse la reine d'avoir commis des attouchements sur son fils. On va en faire une mère incestueuse. Ce que l'accusateur et Hébert cherchent à faire, c'est atteindre Marie-Antoinette sur son point faible, ses enfants. Et c'est d'ailleurs à l'issue de ces accusations que, indignée d'être traînée dans la boue de la sorte, la reine répond « La nature même se refuse à répondre à vos calomnies. J'en appelle à toutes les mères qui sont ici. » 2 jours plus tard, et malgré l'inanité évidente des témoignages, la reine est condamnée pour intelligence avec l'ennemi. Le 16 octobre à 4h30 du matin, épuisée, elle apprend que la sentence a été décidée. Ce sera la mort. Elle est reconduite à la conciergerie et le jour se lève. Vers 10h, les 4 juges, le greffier et le bourreau entrent dans sa cellule. On lui explique que la sentence sera exécutée le jour même. On lui coupe les cheveux. Vous pouvez oublier ces scènes-là, hein. Elle a les cheveux coupés. On la fait monter sur la charrette des condamnés. Elle passe sous le feu des jets de légumes et des crachats. À midi, elle arrive sur la place de la Révolution, qui est aujourd'hui place de la Concorde. La guillotine est dressée. Ensuite, elle est mise à l'horizontale. Le couperet tombe. Et le bourreau, Henri Sanson, montre sa tête au peuple au cri de Vive la République. Voici ce que fut la journée du 16 octobre 1793. Bon voilà, on a fait un petit survol de la déchéance et de la mort de la reine. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui connaissaient déjà cette histoire parce qu'elle est en fait assez connue. Mais vous me connaissez, je vais essayer de faire quelques petits commentaires personnels pour donner du sens à ce qui s'est passé. Alors une chose qui m'a toujours frappé en ce qui regarde Marie-Antoinette, c'est à quel point elle aura été couverte de calomnies toute sa vie, cette pauvre femme. Parce que même avant la Révolution, elle devait déjà essuyer les insultes et les soupçons. Il faut savoir que dès le premier jour où elle est entrée au palais de Versailles, on l'appelait déjà l'Autrichienne. Je précise que son mariage avec Louis XVI est la conséquence d'une alliance, un retournement d'alliance plus précisément, entre la France et l'Autriche. Or, l'aristocratie de la cour de Versailles était hostile majoritairement à l'alliance avec l'Autriche. Et donc déjà, Marie-Antoinette était tenue pour une étrangère qui n'avait rien à faire ici. Et là, on parle pas de révolutionnaires, on parle de nobles. C'était des nobles qui disaient ça. Et je trouve ça ironique parce que lors de son procès, quand tous les nobles, eux, seront morts ou en fuite, les révolutionnaires lui reprochent toujours la même chose, d'être une Autrichienne. Comme la Révolution fait la guerre contre l'Autriche à partir de 92, il est évident que la reine est soupçonnée d'être en contact avec sa famille de naissance. Oui, la reine craint pour sa vie, elle craint pour la vie de sa famille, et elle cherche à s'enfuir pour rejoindre un pays voisin, très probablement le Saint-Empire, ou au moins s'appuyer sur l'aide militaire du Saint-Empire. Ainsi, l'empereur Léopold II, qui est son frère, l'avait bien dit à Louis XVI, toutes mes armées sont à votre disposition pour récupérer votre trône. Et donc moi, je fais cette remarque que finalement, on lui reproche d'être une étrangère aussi bien avant 89 qu'après 89. Souvent, on l'accusait également d'être Madame Déficit. On pensait que son train de vie était tellement coûteux qu'il pesait dans le budget. Et c'est justement pour la salir en ce sens que, en 1785, éclate l'affaire du collier, une affaire très connue de la vie de Marie-Antoinette, pendant laquelle la reine est accusée d'avoir commandé, par l'entremise du cardinal de Rohan, un diamant de plus d'1,5 million de livres, ce qui est une somme faramineuse. En réalité, cette affaire
est une calomnie qui a été montée de toutes pièces par Madame de Lamotte. Madame de Lamotte qui s'est fait passer pour la reine au moment où elle a passé commande du joyau, précisément pour salir sa réputation. Et même si cette affaire a été jugée et la vérité a été mise à jour, l'honneur de la reine n'a jamais été vraiment lavé et les gens, à la cour de Versailles ou à Paris, continuent à faire référence à l'affaire du collier pour démontrer à quel point Marie-Antoinette n'est qu'une croqueuse de diamants. Mais je comprends pas, pourquoi ton affaire du collier est si polémique? Il y a des diamants à la cour, bon voilà, les femmes ont des bijoux et c'est chose courante. Si les reines n'ont même plus le droit d'acquérir des diamants, on marche sur la tête. Oui, mais il faut vraiment se mettre dans le contexte de l'avant-révolution. On est dans une période où la monarchie penche vers la ruine. Les finances sont complètement asséchées, notamment par la guerre d'indépendance américaine. Avant 1789, la noblesse est en querelle avec la monarchie, et donc salir la reine, c'est un moyen de salir la monarchie. Mais pourquoi? Pourquoi les nobles ont intérêt à salir la monarchie? Ils vont sombrer avec elle. Mais parce que les nobles jouissaient de privilèges immenses, et en particulier, ils ne payaient pas d'impôts. Or, le roi voulait leur faire payer des impôts. Et alors, il était facile pour les nobles de rétorquer en disant « Oui, vous voulez plus d'impôts pour casquer les caprices de cette garce d'Autrichienne. Elle veut croquer des diamants et pour les payer, vous prenez l'argent dans nos poches. » Donc salir la reine est un des moyens dont la noblesse use pour se défendre, pour empêcher la réforme qui vient. Et les États généraux, c'était pour? Bien, les États généraux, c'est une tentative royale de négocier l'imposition de la noblesse auprès d'une assemblée qui représente, soi-disant, l'ensemble de la société, pas seulement la noblesse, mais également la totalité des ordres de la société. Maintenant, la vérité, vous vous en doutez, c'est que si le budget de l'État est complètement crevé, ce n'est pas à cause des toilettes de Marie-Antoinette. C'est plutôt parce que l'État est devenu au XVIIIe siècle une machine très grosse, une machine administrative obèse et très imposante, un État en plus qui mène des guerres ruineuses, comme la guerre d'indépendance américaine, entre autres, et qu'en parallèle, le système fiscal de l'Ancien Régime ne suivait pas. Les richesses de la noblesse et du clergé n'étaient jamais imposées, ou du moins l'étaient très peu. En fait, il y a une inadéquation entre l'ampleur nouvelle des rôles de l'État et le système fiscal. Ensuite, à cette accusation centrale, on va ajouter des accusations de débauche. On lui reproche son caractère volage, inconstant, libertin, et elle va s'en défendre toute sa vie. Là encore, je remarque que ces accusations vont être reprises après 89 par la bourgeoisie révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'on veut lui faire embrasser la tête de la princesse de Lamballe? Parce qu'il faut qu'elle baise sa putain. On veut la punir de ses plaisirs saphiques, parce que les gazettes du moment lui attribuent une vie de débauche. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. Il y a eu une certaine continuité dans la calomnie pour Marie-Antoinette. Cette continuité, elle est graduelle et croissante, puisqu'évidemment, à la fin de sa vie, les révolutionnaires poussent la calomnie jusqu'à la conduire à l'échafaud. Maintenant, il y a une deuxième remarque que je voudrais faire. La reine s'est exprimée sur ce qui fut, selon elle, son premier grand malheur pendant la Révolution. Ce fut le 4 juin 1789. Ce malheur ne touchait point à sa renommée, ça, elle y est plutôt habituée. Non, le 4 juin 89, c'est son cœur de mère qui est atteint. Alors qu'on est en pleine réunion des États généraux, le dauphin, le prince royal, Louis, trépasse. Vous aurez donc compris que cet enfant dont je parle n'est pas Louis XVII, il s'agit de son frère aîné. En fait, il est mort de la tuberculose ostéo-articulaire. C'est une forme de tuberculose qui vous déforme la colonne vertébrale. Et je peux vous dire que les médecins royaux ont fait le forcing pour la lui remettre droite, sa colonne vertébrale. Ils l'ont torturé avec des corsets en métal, on lui a appliqué des vésicatoires à n'en plus finir. Des vésicatoires? Ce sont des onguents très agressifs. Des onguents pour la peau? Ça a marché? Ah non mais c'était la médecine du 18e, c'est la cata. Quand tous les médecins les plus éminents du royaume ont reçu l'ordre de te soigner à tout prix, t'es à peu près sûr de mourir. Et la reine se gênait pas pour leur dire « Si mon fils était celui d'un particulier, il se porterait bien ». Torturé par tous ces médecins, le dauphin donc rend l'âme le 4 juin. C'est la mort du dauphin. Autrefois, la mort d'un dauphin, c'est un moment de tristesse dans tout le royaume. C'était un moment où le peuple exprimait une solidarité avec le deuil royal. On disait des messes un peu partout dans le royaume. C'était comme ça, hein, la mort du dauphin, c'était
un deuil à la fois familial et national, parce qu'il y avait un sentiment d'identification qui apparaissait, une forme d'empathie vis-à-vis de la famille royale, qui reste une famille comme les autres, avec ses joies et ses drames. Et donc la monarchie, de façon instinctive, inconsciente, exploite un peu cette solidarité pour rappeler son lien avec l'ensemble du royaume. Mais en plein milieu des états généraux, où le roi est complètement acculé et où son rôle est contesté de l'intérieur, il faut réduire toutes les dépenses, parce que le budget est le sujet de conversation numéro 1, donc on réduit toutes les dépenses, y compris celles des funérailles. La mort du dauphin va être complètement invisible. Marie-Antoinette disait à son frère Léopold « À la mort de mon pauvre cher petit dauphin, la nation n'a pas seulement eu l'air de s'en apercevoir. À partir de ce jour-là, le peuple est en délire et je ne cesse de dévorer mes larmes. » Et si je vous dis ça, bon c'est pour l'anecdote, mais c'est que moi j'aimais à croire justement que le dauphin de la chanson, c'était le petit mort pendant les états généraux. Donc ça c'est la deuxième remarque que je voulais faire. La première marche de cette descente aux enfers de Marie-Antoinette, finalement, c'est pas l'affaire du collier, c'est la perte du dauphin, parce que, là encore, et comme le jour de son procès, Marie-Antoinette est atteinte dans sa maternité. La Révolution, pour elle, c'est un événement qui lui a pris sa famille. D'abord, elle a pris toutes les solennités attachées à la mort de son bébé, le dauphin, de 1789. Elle lui a arraché ensuite son fils Louis XVII, elle lui a arraché sa fille Marie-Thérèse, et on peut aussi penser à son fils adoptif, Jean Amilcar, qui était un enfant sénégalais auquel elle avait accordé une pension, et évidemment qui se verra couper les vivres pendant l'emprisonnement de la reine. Derrière Marie-Antoinette, il y a aussi tous ses proches. Tous ses proches mourront pendant la Révolution, que ce soit le comte de Lauzun, décapité, la princesse de Lamballe, démembrée, Harpagon, sa dame d'honneur, décapitée, Polignac, sa favorite, morte de chagrin, le vieux Bézenval, mort suite à sa captivité, Madame Élisabeth, sa belle-sœur, décapitée, tout son entourage est décédé. Pratiquement tout son entourage. Et vous savez quoi ? Non seulement ses amis ont pour la plupart suivi son sort, mais c'est aussi le cas de ses ennemis. Madame de Lamotte, qui avait organisé l'affaire du collier de la reine, s'est défenestrée à Londres en 91. Hébert, l'homme qui avait inventé l'histoire de l'inceste, est décapité sur décision du comité de salut public en mars suivant. Quant à son accusateur, l'homme des grands procès, le terrible Fouquier-Tinville, il sera pincé, emprisonné lui aussi à la conciergerie et condamné à mort en 95. Si j'étais superstitieux, je vous dirais, oh là, celle-là, faut pas la toucher. L'ancienne noblesse qui voulait insulter la reine disait « Ouais, Marie-Antoinette, elle est dépensière, elle est débauchée, elle est autrichienne. » Et il disait tout ça sans nécessairement aller jusqu'à la décapiter pour de bon, bien sûr. Mais à ton avis, quel était l'intérêt derrière tout ça? Pourquoi salir la reine? Je dirais par misogynie. On n'ose pas s'en prendre au roi, donc on s'en prend aux femmes. La misogynie de l'époque, quoi. Non, parce que, je vais te dire, le roi s'en prend plein la figure lui aussi. Mais en fait, c'est que c'est pas la même chose. Quand la noblesse dit du mal du roi, elle s'en prend à la personne du roi, qui est un homme politique, qui prend énormément de risques, qui prend des décisions contestées, et donc forcément, elle fait de la politique. Quand la noblesse dit du mal de la reine, elle s'en prend à une personne qui n'a aucun pouvoir, mais qui incarne une institution. Salir le roi, c'est salir la personne du roi, tandis que salir la reine, eh bien à travers elle, c'est salir la monarchie. Ah oui, et c'est la noblesse qui fonctionne comme ça. Eh bien non, justement, c'est pas spécifique à la noblesse. Les révolutionnaires, qui sont essentiellement des bourgeois, après avoir éjecté, dépouillé, dépossédé les nobles, ils vont emprunter les mêmes chemins. La seule différence, c'est que les révolutionnaires vont aller jusqu'au bout de cette critique. Ils vont aller jusqu'à la guillotine. On n'est plus dans le domaine de la souillure. On veut aller jusqu'à la mise à mort. Tuer le roi, c'est tuer la personne du roi. Tuer la reine, c'est tuer symboliquement la monarchie. Ou, dit autrement, la reine n'ayant aucun pouvoir réel, ce qu'on lui reproche au fond, c'est d'incarner la monarchie. Et ça, Marie-Antoinette, elle le savait très bien. Ah, c'est facile de dire ça, mais comment tu sais qu'elle savait? Mais parce qu'elle n'est pas idiote, elle voit bien que tous ces prétextes qu'on trouve, on l'accuse de trahison, on l'accuse d'inceste, tout ceci c'est de la bagatelle. Tant qu'elle incarne la monarchie en France, de toute façon, elle marche vers la mort. Tiens, regarde, le jour de son procès, le juge lui avait demandé « Vous n'avez jamais cessé un moment de vouloir détruire la liberté.
Vous vouliez, à quelque prix que ce fût, remonter au trône sur les cadavres des patriotes. Voici ce que répond la reine. Nous n'avons pas besoin de remonter sur le trône parce que nous y sommes. Nous n'avons rien désiré que le bonheur de la France, que la France soit heureuse, et nous serons contents. Nous n'avons pas besoin de remonter sur le trône parce que nous y sommes. Même réduit dans une geôle de prison, le roi reste le roi, et la reine reste la reine. Le principe même de la monarchie n'est pas soumis aux contingences historiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie-Antoinette, pendant son procès, s'exprime au nom de la monarchie. Et lorsqu'elle parle, c'est la monarchie qui parle à travers elle. Et pour cette raison, elle ne peut pas être sauvée. Dans cet épisode, nous avons parlé de deux événements distincts, mais concomitants, d'octobre 93. D'une part, la nécropole de Saint-Denis a été complètement profanée et la plupart des squelettes ont été cassés, détruits, ont servi pour des jeux macabres ou ont été jetés dans les fosses communes. Leur contenu a été profané et dispersé. D'autre part, la reine de France et de Navarre, Marie-Antoinette d'Autriche, après un procès dont le but était de lui faire endosser les vices les plus répugnants de l'humanité, périt par le couperet. Ces deux événements sont en fait corrélés. Ce qui motive les révolutionnaires, c'est de détruire tous les signes visibles de l'Ancien Régime, et dans ce cas précis de l'institution monarchique, qui est une institution philosophiquement détestable. Or, la fureur révolutionnaire cherche à échapper à sa propre chronologie. Elle poursuit de ses foudres toute forme de pensée contre-révolutionnaire, et elle ne connaît pas de limites, et surtout pas de limites temporelles. La terreur s'exerce à la fois sur le passé et sur le présent, sur les morts et sur les vivants. D'abord, parlons des morts. En octobre 93, ils sont tous à Saint-Denis. Les rois étaient morts une première fois, en tant qu'êtres de chair, mais ils semblaient vivre encore au-delà de leur sépulture à travers la continuité sacrée de la couronne de France. Aussi les révolutionnaires, par leur profanation, ont-ils cherché à les tuer une deuxième fois. Il restait ensuite les vivants. Il n'y en avait à Paris véritablement que deux. D'abord la prisonnière de la conciergerie, et ensuite son enfant, qui se trouvait encore au temple. La terreur a donc pris soin de trancher le fil maternel qui pouvait encore lier la mère et l'enfant. Elle se débarrasse de la première et recueille le deuxième pour l'éduquer dans la haine de ce qui avait fait la joie de ses ancêtres. Ainsi la monarchie eut définitivement la tête tranchée de toutes les manières qu'on pouvait l'imaginer. La monarchie ressemblait maintenant à s'y méprendre à son saint patron, Saint-Denis, qui se promenait le chef entre ses mains. Elle lui ressemblait, il est vrai, mais pas encore tout à fait. Il restait peut-être une dernière surprise, la dernière grande peur des profanateurs, la dernière terreur des bourreaux. Peut-être ne restait-il qu'un doute ultime, celui que les têtes des rois et des reines, un jour, comme le Saint-Denis de la légende, ouvrissent les yeux et se misent à parler. Voilà, j'espère que ce petit voyage anodin dans l'histoire de France vous a plu. Vous l'avez compris, la cérémonie des JO, c'était pour moi un prétexte pour bavarder un peu sur l'histoire, pour effleurer la Révolution sans rentrer dans les choses trop complexes. Vous avez vu, je suis resté quand même en dehors des causes profondes de la Révolution, c'est tout à fait volontaire. Si vous voulez en savoir plus sur la Révolution, si vous voulez d'autres portraits, eh ben dites-le moi en commentaire. Je verrai si je peux faire d'autres épisodes de ce type, donc dites-le moi. Enfin, je vous rappelle que je vais faire une fac très prochainement, dans une semaine, peut-être un peu plus. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à adhérer ou à rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et accéder notamment aux vidéos privées. J'ai fait des vidéos sur l'Iran, sur Franco.
J'ai fait une série qui s'appelle De Marx à Lénine et qui retrace donc toute l'histoire de la naissance du socialisme. J'espère que vous avez passé un bon moment et sur ce, je vous dis à très bientôt sur l'étoffe d'un chef.